Bonjour à tous. Donc on va démarrer ce séminaire de présentation de l'outil Dématamiante. Donc je vous remercie d'être présent à cette première session des réunions des désamianteurs 2021. Vous le savez, puisque certains d'entre vous sont des habitués, les réunions des désamianteurs sont organisées chaque année dans le cadre du plan régional santé-travail par le groupe régional interinstitutionnel Amiante Auvergne-Rhône-Alpes. Ce groupe est constitué des représentants de la DRETS, des CARSAT Auvergne-Rhône-Alpes, de l'OPP-BTP, de l'ARS et des services de santé au travail. Donc l'objectif de ces réunions que l'on veut annuelles à destination des entreprises de désamiantage est de créer un espace d'échange entre les institutionnels en charge de la prévention du risque amiante et les entreprises de désamiantage de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, compte tenu des attentes fortes et évidemment compréhensibles des entreprises de désamiantage sur ce sujet, nous avons choisi de consacrer la réunion de ce jour à une présentation de l'outil Dématamiante qui est en cours d'expérimentation dans 2 régions en France, avant généralisation de l'outil sur l'ensemble du territoire. Si on veut présenter les choses de manière très raccourcie, Dématamiante, c'est un outil qui va permettre la dématérialisation des plans de retrait d'amiante et leur communication aux différents acteurs concernés, avec une utilisation qui sera rendue obligatoire pour toutes les entreprises de désamiantage. Alors, on va quand même voir aujourd'hui que ça va au-delà de ça, au-delà du simple dépôt des plans de retrait. Le projet Dématamiante est piloté et suivi par la DGT, donc il nous est apparu naturel de faire appel à la DGT pour cette présentation. Donc je remercie Thomas Collin du Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques, plus spécifiquement en charge du risque amiante, de sa présence, ainsi que Nina Debenay, chef de projet métier sur Dématamiante, et Laetitia Herbin-Collot, chef de projet numérique en charge de Dématamiante. Ce sont ces personnes-là qui participeront aujourd'hui à la réunion, ainsi que Nathalie Gabert, également du Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques, et qui répondront également à vos questions. Donc, suite à la présentation qui vous sera faite de l'outil, Pierre-Alban Doucet, de la CARSAT Rhône-Alpes, Michael Veillé, responsable d'opération amiante à la direction technique de l'OPP-BTP, et Julien Tracoun, conseiller prévention Pays de Loire à l'OPP-BTP, partageront avec vous leur retour d'expérience sur l'utilisation de Dématamiante dans le cadre de l'expérimentation qui est en cours. On aura à ce moment-là un temps de questions-réponses pour pouvoir échanger avec vous. Vos micros seront coupés pendant l'intégralité des présentations. Donc, si vous avez des questions à poser, merci d'utiliser le chat. Dans la mesure du possible, on essaiera d'ailleurs de récupérer ces questions et les réponses pour essayer de vous fournir une petite foire aux questions en retour suite à ce webinaire. Également, vous pourrez réactiver à l'issue des présentations vos micros si vous souhaitez poser des questions, je dirais de manière plus directe et échanger plus directement avec les animateurs. Voilà, donc je ne serai pas plus longue pour cette introduction et je vais maintenant passer la parole à Thomas Collin de la DGT qui va vous présenter la genèse de Dématamiante, son organisation générale et le calendrier de déploiement. Thomas, c'est à toi. Merci beaucoup Nathalie. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais juste prendre 2 petites secondes pour partager mon écran et ce faisant, hop, lancer le PowerPoint de présentation. Voilà, est-ce que vous avez bien tous le PowerPoint à l'écran? Alors, pour ceux qui peuvent me répondre, évidemment. Oui, tout va bien. Oui. Parfait. Très bien. Donc effectivement, comme cela a été dit, mon intervention n'est finalement qu'une courte introduction qui vise finalement à planter le décor et à vous présenter effectivement genèse et objectifs de Dématamiante, une très brève présentation de son contenu puisque nous aurons ensuite l'intervention de Nina Debenay qui va effectivement vous faire une présentation bien plus détaillée, notamment du portail entreprise, et enfin les modalités qui ont été retenues et pourquoi elles ont été retenues pour le déploiement de Dématamiante. Donc effectivement, quelques mots sur la genèse et l'objectif de Dématamiante. Donc, il faut effectivement avoir à l'esprit, comme illustré sur cette diapositive, que Dématamiante finalement est né d'une demande qui avait été formulée en mai 1914 par le SNED, aujourd'hui CEDRE, auprès du bureau CT2 de la DGT, de pouvoir transmettre sous format dématérialisé
les plans de retrait à destination des services d'inspection du travail. Et justement, cette demande avait été faite à un moment donné où s'exprimait une volonté gouvernementale de simplifier les relations entre d'un côté l'administration et de l'autre côté les usagers. Du coup, dans ce contexte, finalement, on a retrouvé effectivement cette idée de cette dématérialisation des plans de retrait à différentes occasions. Ainsi, en décembre 2015, lorsque le gouvernement valide le plan d'action interministériel amiante, eh bien, il y a également dans l'axe 5 une action, précisément l'action 20, qui prévoit effectivement la mise en place d'une dématérialisation des plans de retrait. De même, en mars 2017, le Conseil de simplification prend effectivement la décision d'inscrire le principe effectivement d'une déclaration par format dématérialisé des opérations de désamiantage dans les mesures destinées à simplifier les relations entre le ministère du Travail et ses usagers. Et c'est à ce moment-là, en avril 2017, que la CRAMI finalement prend contact avec donc la Caisse régionale d'assurance maladie de France, l'équivalent des CARSAT dans les autres régions, prend effectivement contact avec la Direction générale du travail, de façon effectivement à lui faire état de son souhait de mettre en place un dispositif de déclaration dématérialisée des plans de retrait programmés en région Île-de-France, notamment du fait du nombre important de plans de retrait dans cette région, près environ 7000, données que nous on a via une étude qu'on avait commandée à la DARES, notre service statistique, dans l'année 2015. Et puis ensuite, aussi également parce qu'il y a effectivement une pratique qui consiste effectivement à utiliser ces plans de retrait comme effectivement source de confirmation des activités antérieurement réalisées dans les différents sites désamiantés, et notamment lorsque ces services, CARSAT, CRAMIF, reçoivent effectivement des demandes de traitement de maladies professionnelles en lien avec une exposition à l'amiante. Alors, justement, du fait de cet échange, c'est effectivement mise en place en région Île-de-France et notamment durant l'année 2018 une expérimentation qui portait finalement sur un premier outil de dématérialisation des plans de retrait, auquel plutôt a participé effectivement un certain nombre d'acteurs, parmi lesquels notamment des entreprises certifiées ainsi que leurs organisations professionnelles, et également les organismes certificateurs, donc les trois étaient bien présents, et puis également différents agents de la région Île-de-France qui intervenaient en qualité de testeurs, qui étaient bien évidemment tous volontaires, que ce soit de l'inspection du travail, de la CRAMIF et de l'OPP-BTP. Alors, à ce stade, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il s'agissait en fait de tester les fonctionnalités de ce premier outil de dématérialisation des plans de retrait, notamment effectivement pour voir si ce qui avait été initialement imaginé convenait, devait être adapté, voire devait être transformé, mais aucunement à ce stade de faire de cet outil le moyen de transmission des plans de retrait pour répondre aux exigences de l'article R4412-137 du Code du travail. Et donc, à la fin de cette première expérimentation, il y a effectivement eu un retour des différents participants de toutes les origines qui ont effectivement largement nourri la conception et aussi l'interface de l'outil dématamiante. Alors, à ce stade, justement, on peut dire deux mots de l'idée générale de dématamiante, et j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être déjà, depuis l'ouverture du pilote, donc depuis le 1er septembre 2021, fait l'utilisation de dématamiante, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous, et donc il me paraît effectivement important de souligner que dématamiante, finalement, ce n'est pas finalement un outil de dépôt des plans de retrait en format PDF et donc hétérogène, que les entreprises réaliseraient de leur côté avec leurs propres outils, c'est en réalité véritablement une plateforme pensée pour permettre la constitution en ligne et la rédaction en ligne des plans de retrait, ce avant leur transmission aux services de contrôle et de prévention compétents. Et tout ceci finalement en lien avec l'un des principaux, pour ne pas dire le premier objectif sur la base duquel a été conçu dématamiante, qui est effectivement celui de faciliter l'élaboration des plans de retrait par les entreprises et aussi de faciliter sa lecture et donc son appropriation par les différents destinataires du plan de retrait. Alors, je le souligne dès à présent, mais on aura l'occasion de le revoir lorsque Nina Debenay vous fera sa présentation, mais cette facilitation d'élaboration n'a pas été non plus pensée comme un appauvrissement du contenu des plans de retrait, puisqu'on va le voir, l'entreprise, lorsqu'elle élabore son plan de retrait, garde effectivement la possibilité d'apporter toutes les précisions qu'elle juge nécessaires pour la bonne compréhension, la bonne présentation de son opération, que ce soit en lien avec son organisation, avec la configuration du lieu de l'opération, avec là où les différentes zones de travaux qu'elle envisage constituer, ou là, ou les processus qu'elle envisage mettre en œuvre. Et puis, au demeurant, il faut également souligner que dématamiante a également été conçu sur la base d'un certain nombre d'objectifs supplémentaires, également en faveur des entreprises, au premier chef desquels la simplification de l'envoi du plan de retrait, puisque tout se fait
par un simple clic une fois que le plan de retrait a été constitué et élaboré. Et puis par ailleurs, avec la garantie, la sécurisation de l'envoi des plans de retrait, notamment la garantie d'envoyer le plan de retrait vers le service compétent, et ce par le biais du zonage du lieu de l'opération que peut réaliser effectivement l'outil. Ajouté au fait que l'outil délivre par ailleurs une preuve avec horodatage de la transmission de ce plan de retrait. Alors, bien évidemment, mais c'est une évidence, hein, mais autant le souligner, l'outil permet également des choses utiles pour l'administration du travail, au premier chef desquelles, via les informations que renseignent les entreprises dans la plateforme, eh bien effectivement de pouvoir avoir une connaissance assez fine de l'ampleur et du profil des opérations de désamiantage qui sont réalisées sur tout ou partie du territoire national, et ce faisant, eh bien de pouvoir orienter l'action des services d'inspection du travail, mais également de pouvoir justifier et détailler aussi les besoins éventuels d'évolution de la réglementation. Alors voilà, vous voyez, c'était assez court, mais voilà effectivement pour la genèse et les objectifs. Et donc un mot, mais vous allez voir que c'est encore plus court, sur le contenu de Démat-Amiante, puisqu'encore une fois, je ne veux pas empiéter sur ce que Nina Demenet va vous présenter, mais ce qui vous permet effectivement de visualiser, hein, via cette diapositive, que finalement Démat-Amiante se constitue avant tout de portails, et surtout de deux portails, un portail à destination des entreprises de désamiantage, notamment pour la constitution, l'élaboration en ligne, la transmission des plans de retrait et bientôt la transmission aux organismes certificateurs des informations qui leur sont normativement et réglementairement dues. Donc ça, c'est la partie gauche. Et de l'autre côté, sur la partie droite, vous avez un portail à destination des agents de contrôle, où ces derniers peuvent effectivement consulter les plans de retrait, les avenants y afférents, les informations complémentaires, étant souligné que ceci ne peut concerner, dans le portail agent, que ce qui a effectivement été transmis par l'entreprise, et non pas ce qui est en cours d'élaboration ou ce qui n'a jamais été transmis. Un mot aussi très rapide, mais je ne développerai pas très longtemps, mais juste avec cette diapositive, pour bien indiquer également que nous avons une articulation qui est prévue entre Démat-Amiante d'un côté et l'espace informatique d'un certain nombre d'autres protagonistes, notamment les destinataires, enfin les autres destinataires des plans de retrait, que sont notamment CARSAT, CRAMIF, OPPBTP, ainsi que les organismes certificateurs que j'ai précédemment évoqués. Alors par contre, je souligne que si depuis le 1er septembre 2021, CARSAT, CRAMIF comme OPPBTP sont destinataires de flux informatiques qui leur permettent de récupérer les données qu'ont enregistrées les entreprises sur la plateforme Démat-Amiante. Donc, il y aura effectivement des interventions et de l'OPPBTP et de la CARSAT pour faire effectivement un retour de leur expérience respective. Ce n'est qu'au 1er janvier 2022 et par décision réglementaire, hein, notamment la révision datée du 6 juillet 2021, excusez-moi, que la plateforme Démat-Amiante permettra effectivement de transmettre aux organismes certificateurs les informations qui leur sont normativement et réglementairement dues. Un dernier mot pour dire qu'il est prévu à terme, alors à terme pas encore daté à ce jour, mais à terme en tout cas, de pouvoir effectivement assurer aussi une articulation entre Démat-Amiante d'un côté et également les outils informatiques dont sont déjà dotées certaines entreprises de désamiantage pour l'élaboration de plans de retrait, afin de simplifier effectivement la récupération des informations par ce biais sur la plateforme Démat-Amiante. Pour terminer, quelques mots sur les modalités de déploiement de Démat-Amiante. Donc, Démat-Amiante, on l'a vu dans cette courte introduction finalement, c'est un outil intéressant mais qui a vocation à être utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs, des deux côtés au demeurant, ceux qui élaborent et ceux qui reçoivent les plans de retrait. C'est par ailleurs un outil qui est appelé à gérer des données importantes, conséquentes. Il y a par ailleurs des questions qui sont encore à définir, en tout cas à arrêter définitivement. Je pense notamment à ce qui est la taille des fichiers qui peuvent être rejoints en plan de retrait et tout particulièrement au repérage amiante avant travaux, ou le sujet des archivages des données une fois que les opérations sont terminées. Bref, tous ces éléments justifiaient qu'on ne fasse pas un lancement d'un coup et général de Démat-Amiante, et donc c'est pour cela qu'on a choisi l'outil du pilote qui permet un déploiement progressif dans un certain nombre de régions identifiées, de façon à s'assurer que les hypothèses prévues se confirment bien, qu'il n'y a pas de besoin de compléments, de correctifs, voire éventuellement d'identifier des modalités d'accompagnement des utilisateurs à mettre en place. Alors, à ce titre-là, l'arrêté de référence est l'arrêté du 17 mai 2021, qui a été révisé, je l'ai déjà dit, en date du 6 juillet 2021, et qui finalement prévoit l'organisation du pilote en deux phases.
Il y a une première phase qui est déjà en cours, elle a débuté au 1er septembre 2021 et elle a vocation à se terminer le 31 décembre 2021 et elle impose aux entreprises qui, depuis le 1er septembre 2021, programment une opération sur le territoire des régions Hauts-de-France ou Pays de la Loire, eh bien, à passer par des Matamyand pour élaborer et transmettre les plans de retrait, et ce, quelle que soit la localisation de leur établissement. Et la deuxième phase, qui elle va débuter au 1er janvier 2022, eh bien, élargit cette obligation à 3 régions supplémentaires, que sont la Normandie, Occitanie et la Réunion, donc même principe pour toutes les opérations programmées à compter du 1er janvier 2022, et en plus, à cette date-là, doit s'organiser par des Matamyand la transmission des informations dues aux organismes certificateurs, que ce soit par application de la norme ou de la réglementation. Et pour terminer, on va dire, ce rétro-planning prévisionnel, à l'issue de ces différentes phases du pilote, et si bien sûr elle donne pleinement satisfaction, il est prévu, alors plutôt horizon été 2022, eh bien, de généraliser l'utilisation de dématamiant sur tout le territoire national, étant précisé que ça devra être précédé d'une révision du décret du 4 mai 2012 par un décret pris en Conseil d'État pour réviser exclusivement, ce n'est pas la révision générale qu'on a annoncée déjà à plusieurs reprises, mais pour réviser les articles R4412-133 et R4412-138, c'est-à-dire ceux relatifs à l'élaboration et à la transmission du plan de retrait. Donc j'en ai fini pour ma présentation, qui encore une fois n'était qu'une courte introduction, et du coup je vais rendre la parole à Nina Debenet en coupant d'abord le partage d'écran. Voilà, merci pour votre attention. Merci Thomas, donc du coup bonjour et bonjour à toutes. Donc je vais faire un partage d'écran. Alors là, je n'ai pas la possibilité de le faire, donc peut-être qu'il faut que vous activiez quelque chose pour que je puisse partager mon écran. Nathalie, est-ce que... Pierre, oui, c'est Pierre Albon. Voilà, il y a marqué seuls les organisateurs. Oui, normalement vous avez un statut d'organisateur, donc... Alors là, c'est flouté au niveau du partage d'écran. D'accord. Pierre Albon, tu m'entends? Ah, il est hors connexion. Là, je suis assez surprise. C'est pas un support que vous avez? Non, c'est du coup je suis directement sur l'outil dématamiant, donc c'est vrai que le partage du coup est nécessaire. Je vais peut-être essayer de me reconnecter, voir si ça fonctionne. Oui, là je suis assez surprise. C'est bon. C'est bon, vous l'avez? J'ai modifié quelque chose et ça marche normalement, Nina. Parfait. Merci Nathalie, super. Heureusement que tu es là. Alors du coup, je vais pouvoir commencer. Merci beaucoup. Vous me dites si vous voyez bien mon écran. Oui, c'est parfait. Oui, c'est bon. Ok, super. Bon. Alors, je vais donc procéder à la démonstration donc, de la plateforme dématamiant. Donc, comme a dit Thomas, sur le portail entreprise uniquement. Pour information, je procède à une démonstration sur l'espace test de dématamiant, donc voilà, qui est pour justement tester l'outil, et ce n'est pas l'espace sur lequel les entreprises doivent déposer leur PDRE. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment créer un compte déclarant. Donc vous cliquez ici. Pour information, le compte déclarant, c'est le compte en fait du référent dématamiant de votre entreprise. Pour pouvoir créer un compte déclarant, il faut qu'au préalable, l'organisme certificateur de l'entreprise ait transmis les informations donc, liées au numéro de certificat, à la validité associée au ciré donc, de l'entreprise, mais également le nom, prénom du référent dématamiant. Donc, une fois que ça a été communiqué à dématamiant, donc vous pouvez créer votre compte. Donc, sur cette page, ici, vous indiquez donc l'organisme certificateur de l'entreprise, par lequel l'entreprise est certifiée. S'il y en a plusieurs, vous en choisissez un. Je ne vais pas cocher les cas, je vous montre juste pour ce début de démonstration. Ici, donc, vous entrez le numéro de certificat donc, communiqué par votre organisme certificateur. Ici, vous indiquez donc le numéro de ciré de votre entreprise et automatiquement, la raison sociale et l'adresse
vont être renseignés. Si jamais le SURé qui est indiqué ici n'est pas celui qui a été communiqué par l'organisme certificateur, alors le compte ne pourra pas être créé et ça sera donc bloqué. Et donc là, dans ces cas-là, nous vous invitons soit à contacter donc le support de Démat Amiante ou alors votre organisme certificateur. Donc en deuxième étape, ici, donc, ce sont vos coordonnées. Donc là, vous remplissez le nom, le prénom, l'adresse mail et le motif de la demande, si c'est un premier accès à Démat Amiante ou un renouvellement d'accès. Et enfin, en troisième étape, donc, vous indiquez donc, votre identifiant. Donc, par exemple, voilà, donc je vous montre ce qu'on peut mettre comme type d'identifiant. Ici, il y a juste donc une précaution à savoir, c'est que vous ne pouvez pas mettre donc, certains caractères. La limite, elle est de 50. Et donc, si jamais vous mettez par exemple un espace ou alors vous mettez des accents, eh bien, vous ne pourrez pas créer votre compte, votre identifiant, et vous aurez donc ce message-là qui s'affichera en dessous et qui vous expliquera ce qui est autorisé ou pas donc, de mettre dans l'identifiant. Ici, donc, vous avez le profil qui sera associé donc, à votre compte et donc, ça sera toujours un profil dit donc, administrateur en entreprise et cela vous permet donc d'avoir tous les droits sur Démat Amiante et ça vous permet également en tant que référent Démat Amiante de créer les comptes utilisateurs pour votre entreprise afin de donner accès à des personnes au sein de votre entreprise. Donc, une fois que vous avez tout rempli, vous cliquez ici, vous créez votre compte déclarant. Et là, vous allez recevoir donc un mail de Démat Amiante et vous aurez à peu près donc, ces 8 heures pour pouvoir créer votre mot de passe et ensuite accéder en vous connectant directement à la plateforme avec votre identifiant et le mot de passe que vous aurez créé. Donc maintenant que je vous ai montré comment créer un compte déclarant, je vais donc rentrer dans la plateforme. Donc ici, moi je rentre mon identifiant, donc hop. Ici, donc, j'indique mon mot de passe donc, que j'ai choisi. Et je me connecte. Voilà, donc là, vous arrivez sur la page d'accueil de Démat Amiante. Donc, rapidement ici, vous avez en haut de la page les informations liées à votre profil. Donc, mon profil donc, est le profil valideur et administrateur. Ici, vous avez la possibilité de passer au thème sombre. Voilà, pour avoir une meilleure qualité de vision, si besoin. Ici, vous pouvez donc vous déconnecter. Ensuite, vous avez ici donc le bandeau d'actualité. Donc ici, vous verrez toutes les actualités liées à Démat Amiante et entre autres les interruptions, les indisponibilités du service, etc. Ensuite, vous avez donc en bas de l'écran les informations relatives à l'aide, par exemple la foire aux questions, ou alors donc les différents sites que vous pouvez consulter pour récupérer donc des informations. Là, vous avez donc la liste de tous vos PDRE de votre entreprise, donc ceux qui sont en cours de rédaction, les PDRE transmis et tous les PDRE donc, de votre entreprise. Voilà, donc ici, ce sont des PDRE que j'ai créés donc, à titre d'exemple. Voilà, donc pour globalement donc, la page d'accueil. Ensuite, vous avez donc la page donc, administration, avec la bibliothèque de processus, on y reviendra, le compte utilisateur, mon compte, donc ici vous avez toutes les informations relatives à votre compte, et mon entreprise. Donc ici, vous avez les informations relatives à votre entreprise. Ici, donc, il faut vérifier si il est bien coché que vous cotisez, que votre entreprise cotise ou non à l'OPP-BTP. Et ici, donc, vous pouvez joindre un logo de votre entreprise. Donc ici, à titre d'exemple, on a un logo du ministère du Travail. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc, comment créer un compte utilisateur. Donc, c'est toujours dans cette page administration. Vous allez donc dans compte utilisateur. Voilà. Ici, donc, vous allez dans Nouveau. Et là, vous allez indiquer les coordonnées donc, de la personne à qui vous voulez donner accès à Démat Amiante. Donc, à titre d'exemple, je vais mettre
ma collègue donc Nathalie Gabert. Voilà. Ici, vous rentrez donc son adresse mail. Vous confirmez donc son adresse mail. Et là, vous mettez donc les informations de connexion. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'identifiant, c'est la même chose que pour le compte déclarant. Donc, pensez bien à ne pas mettre les caractères qui ne seraient pas autorisés. Et ici, donc, vous lui affiliez un profil. Alors, pour rappel, le profil, en fait, lecteur en entreprise donne accès à la consultation d'un PDRE. Le profil rédacteur en entreprise donne accès au fait de pouvoir créer un PDRE et aussi donc créer donc un processus dans la bibliothèque. Le profil valideur vous donne la possibilité de transmettre un PDRE et de modifier la bibliothèque de processus. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, le profil administrateur a tous les droits et peut également donc créer donc des comptes utilisateurs. Ici, donc, on peut mettre on peut cocher plusieurs cases. Donc, moi, je vais cocher la case valideur pour Nathalie. Donc, je sélectionne et ensuite, je peux bien enregistrer tout en haut. Voilà, donc là, ça enregistre et ensuite, vous allez voir, donc ça va apparaître dans la liste ici des personnes, des comptes utilisateurs. Donc ici, Nathalie Gabert. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous montrer via la page d'accueil comment créer donc un PDRE. Pour créer un PDRE, il vous suffit donc d'aller dans Nouveau PDRE, d'indiquer ici le nom de l'opération. Donc, à titre d'exemple, je vais mettre hôpital de Chi. Ici, vous indiquez la référence de votre PDRE en interne. Donc, on va dire que c'est PDRE 001. Ici, vous indiquez donc l'adresse de votre opération. Donc, par exemple, ici, si jamais vous n'avez pas l'adresse exacte, ce qui peut arriver, donc vous allez juste indiquer les coordonnées géographiques. Pour exemple, vous cliquez coordonnées géographiques et là, vous pouvez soit rentrer le code postal, soit la commune. Donc, par exemple, je vais rentrer, moi, la commune, qui est la commune de Dechy. Et ici, donc, s'affiche des propositions. Vous cliquez sur la proposition et là, ça va être saisi automatiquement. Voilà. Il est important de prendre en compte cet élément. Comme ça, dans l'outil, ça enregistre en tout cas les bonnes informations concernant les coordonnées. Ensuite, ici, vous avez les caractéristiques générales de l'opération. Donc là, vous sélectionnez un type d'opération. Donc, à titre d'exemple, on va prendre une réhabilitation. Ici, vous sélectionnez donc type d'activité. Donc, par exemple, ouvrage extérieur de bâtiment, ouvrage intérieur. Vous pouvez sélectionner plusieurs activités, comme vous le voyez. Et ensuite, vous pensez à sélectionner. Ensuite, donc, vous sélectionnez donc pour la description de l'environnement. Ici, on va mettre donc établissement recevant du public et également travaux en coactivité. Et là, pareil, vous sélectionnez. Ici, vous avez la possibilité de cocher si vous êtes dans une situation d'urgence, si vous êtes dans une situation d'urgence, pardon, et si jamais c'est le cas, il faudra le justifier par un motif. Une fois que votre PDRE donc, est créé, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer. Voilà. Et donc, une fois que celui-ci est enregistré, voilà, vous allez voir qu'il y a une page qui s'ouvre pour pouvoir donc le saisir. On y reviendra juste après, car en amont, je voudrais donc vous montrer qu'il apparaît donc également ici, donc sur la page d'accueil dans les PDRE en cours de rédaction, comme vous le voyez donc ici, voilà. Et je voudrais donc, avant de vous montrer la saisie du PDRE, créer donc un processus dans la bibliothèque de processus pour qu'on puisse ensuite l'utiliser dans la saisie du PDRE. Donc la bibliothèque de processus, ça permet en fait d'avoir donc tous les processus que vous aurez créés donc de votre entreprise et de pouvoir les réutiliser lorsque vous créerez donc de nouveaux PDRE. Donc ici, je clique sur Nouveau. Et là, je vais indiquer donc les références liées donc à mon processus. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà.
Donc, référence de processus, on va mettre par exemple, c'est PR. Voilà, donc ça c'est comment vous voulez quelle est la référence de votre processus, et là c'est comment vous voulez l'appeler. Donc ici, en guise d'exemple, on va prendre retrait plâtre. Ponçage. Voilà. Ensuite ici vous indiquez les caractéristiques donc de ce processus. Donc au niveau des matériaux, là on va chercher plâtre amianté. Hop, ici, vous cliquez. Ici, vous allez indiquer la technique et le mode opératoire. Donc là, on va mettre ponçage, hein, comme c'est indiqué dans le nom. Voilà, ici. Et ensuite, les moyens donc, de protection collective. Vous pouvez donc en sélectionner plusieurs. Ici, on va sélectionner donc aspiration à la source et sédimentation. Et on sélectionne. Ensuite, donc, on passe à la rubrique donc, empoussièrement. Donc ici, vous avez le cycle à renseigner. Donc le cycle, c'est la période donc, de 12 mois qui se répète et qui a donc pour date d'anniversaire la date du chantier test. Et donc durant un cycle, l'entreprise doit réaliser donc 3 chantiers de validation. Ici, on va être dans un cycle 1. Donc vous indiquez 1. Ici, on va être en validation 2. On va mettre comme résultat mesuré lors du chantier test en fibre par litre 1200. Voilà. On va indiquer la date du chantier test. Donc, par exemple, hop, on va mettre le 15, la date du chantier test, on va mettre que c'était, le 15 janvier dernier. Hop. Ah, j'entends des micros qui sont ouverts. Ah, c'est bon, parfait, merci beaucoup. Ah, à nouveau, ah, c'est bon. Ensuite, on va indiquer donc le dernier résultat donc réglementaire. Donc ici, par exemple, 1150 fibres par litre. La date du dernier résultat réglementaire, on va dire que c'était au mois d'avril, le 27. Voilà. Et ici, on met le taux attendu défini par la base colle amiante. Donc, vous avez ici donc, le lien pour pouvoir accéder à la base colle amiante pour information. Donc ici, on va mettre 1973. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité d'indiquer les commentaires sur votre processus. Donc, pareil, vous pouvez rentrer donc l'information. Et là, vous pouvez joindre donc, les documents liés à votre processus, donc à savoir la notice de poste ou la fiche de processus. Une fois que votre processus est créé, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Voilà, et donc comme vous allez le voir, mon processus apparaît ici dans ma bibliothèque de processus, parmi les autres processus test. Donc voilà pour la création du processus. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la saisie donc, de mon PDRE. Donc ici, vous avez pour information le numéro de votre PDRE dans des maths amiantes. La référence interne que vous avez indiquée, le statut de votre PDRE, est-ce qu'il est en cours de rédaction, est-ce qu'il est en cours de transmission, est-ce qu'il a été transmis. Ici, vous avez le statut donc, de complétude de votre PDRE. Est-ce que celui-ci est complet au titre donc, des 18 points réglementaires prévus par l'article R4412-133 du Code du travail. Vous avez ici donc l'adresse de votre entreprise, l'adresse de votre opération. Et ici, donc, les informations à remplir. Donc là, vous avez donc les 6 rubriques qui sont donc les éléments essentiels du PDRE, donc à savoir administratif, opération, zone de travaux, gestion des déchets, dossier technique et documents annexes. Ensuite, vous avez la rubrique donc synthèse qui vous donne un aperçu des éléments essentiels donc du PDRE. Ensuite, vous avez la rubrique complément OC qui est uniquement à destination des organismes certificateurs. Et enfin, les 2 rubriques complétude et suivi de la transmission, qui sont des informations supplémentaires pour les acteurs du PDRE. Donc, on va saisir le PDRE pour vous détailler donc, chacune de ces rubriques. Donc ici, pour saisir les informations relatives aux donneurs d'ordre, vous allez dans « Édition ». Donc, par exemple, moi, je vais cocher la case « Personne morale ».
je vais indiquer donc les informations donc de la direction du numérique, donc de la DNUM. Donc ici, vous n'avez plus qu'à remplir le numéro de ciré. Voilà. Et vous allez voir que automatiquement, voilà, normalement vous avez dû voir que toutes les informations, elles se remplissent donc automatiquement lorsque vous avez mis le bon ciré. Donc là, j'ai rempli cette rubrique. Ici, vous avez les informations relatives à l'entreprise de désamiantage, voilà, avec les certifications. Et là, vous pouvez renseigner les personnes à contacter pour l'opération en cliquant sur « Éditer », en indiquant nom, prénom, courrier, téléphone et en validant. Donc, vous pouvez, donc voilà, les informations relatives au correspondant de l'entreprise, au correspondant du donneur d'ordre, à l'encadrant de chantier et au coordonnateur SPS. Donc, voici pour l'administratif. On passe maintenant à l'opération. Ah, effectivement, je n'avais pas enregistré avant de quitter, donc pensez bien à enregistrer. Hop. Voilà. Donc là, je suis dans la rubrique opération. Ah, il y a un micro qui ne doit pas être coupé. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, vous avez l'adresse que vous aviez indiquée lorsque vous avez créé votre PDRE. Vous pouvez indiquer la latitude et la longitude si vous l'avez. Ensuite, ici, il faut donc joindre le plan d'accès à l'opération. Pour cela, vous cliquez sur « Plus », « Ajouter un document ». Hop. Et là, vous pouvez joindre donc des documents en format PDF ou alors des images JPG. Donc ici, vous voyez, ça charge. Et une fois que le document est bien joint, vous allez avoir un statut ici, complet, affiché. Voilà. Là, vous pouvez joindre une image sur le visuel de l'opération. Bon, moi, je vais mettre la tour Mirabeau. Et vous allez voir, ça va s'afficher également directement dans l'outil, comme cela. Voilà. Donc là, vous avez les informations relatives à la nature des travaux. Donc, on a renseigné également, mais vous pouvez toujours modifier en cliquant sur édition. Là, on va renseigner du coup les informations sur l'opération. Donc, on clique sur l'édition et là, on indique le début prévisionnel de l'opération. Donc, on va mettre, par exemple, le 2 novembre. On va dire que ça va durer 10 mois. Donc, on met 10 et là, on indique l'unité, donc en mois. On met la fin prévisionnelle. Donc, du coup, ça fait 10 mois, ça fait 2022 et ça fait septembre et donc de septembre 2022. Et ici, concernant la fin effective, vous la renseignerez uniquement à la fin de votre opération. Le nombre de travailleurs impliqués, on va mettre 40. Et le niveau d'empoussièrement max, on va mettre niveau 3. Ici, vous avez donc les documents relatifs donc, à l'opération qui sont à joindre, c'est-à-dire la liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Je clique, voilà, je joins, j'attends que ça se charge et j'attends que ça me mette le statut complet. Voilà. Je fais la même chose concernant les notices de poste exposant à l'amiante. Et donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le document qui est affiché juste en dessous une fois qu'il a été chargé. Voilà. Et enfin, le document relatif aux modalités des contrôles d'empoussièrement environnemental. Et donc, voilà, enregistré avec succès. Donc, voici pour la rubrique opération. Alors là, ça n'a pas bien enregistré donc, mes informations et je pense que c'est parce que je n'avais pas validé. Donc, je vais vous remontrer pourquoi. Donc, ici, c'était 10. Ici, c'était moi. Donc là, on était sur 2022, le 2 septembre. Hop. La fin effective, je vous ai dit, c'est lorsque vous avez fini votre opération. Ça remplira niveau 3. Et voilà ce que j'avais oublié de faire, c'est valider. Voilà. Et donc là, comme vous le voyez, vous avez le statut complet au niveau de la rubrique opération qui vous indique que vous avez renseigné tous les éléments. Alors, je vais vous montrer également, à droite, vous avez la touche donc réglementation qui vous donne en fait toutes les informations liées à la réglementation et avec en surbrillance les informations propres à la rubrique que vous êtes en train de consulter en ce moment même.
Vous avez juste en dessous l'aide contextuelle, qui sont en fait des informations supplémentaires. Donc des informations supplémentaires sur la rubrique que vous êtes en train donc, de consulter. Voilà pour l'information. Donc ici, on va passer à la zone de travaux. Donc ici, vous créez donc votre zone de travaux. Vous pouvez en créer donc plusieurs. Donc toujours pareil, édition. Donc vous indiquez le nom de la zone. Donc admettons. Voilà. La description de la localisation. Bon, on va mettre rez-de-chaussée, par exemple, donc, de l'hôpital. Voilà. Ici, donc, vous joignez une photo, un plan. Bon, là, c'est juste à titre d'exemple. Je vais mettre une photo. Donc, pareil, ça charge. Une fois que c'est fait, pensez à valider. Voilà. Ensuite, ici, on va joindre notre processus. Donc, on met sur Ajouter un nouveau processus. Vous pouvez renseigner un nouveau processus, mais attention, il ne sera pas enregistré dans la bibliothèque de processus et il ne sera pas réutilisable. Ou alors, reprendre un processus déjà existant. Donc là, on va reprendre le processus qu'on a créé, donc retrait plâtre entier par ponçage, et on enregistre. Voilà. Alors, j'ai oublié effectivement d'indiquer les caractéristiques de mon processus. Hop là. Donc là, vous indiquez, hop, par exemple, 10 000 mètres carrés, donc la quantité, les mètres carrés, voilà. Là, vous avez les informations qui ont déjà été renseignées. Vous validez. Ici, donc, vous indiquez donc, les informations liées donc, au programme de mesure d'empoussièrement. Donc, hop. Ici, vous mettez par exemple validation 2. Voilà. Là, vous avez hop, les informations. Et il ne reste plus qu'à mettre donc, le taux attendu donc, par l'entreprise. On va mettre par exemple 900. Voilà. Et on pense bien à valider. Super. Et donc là, vous devez joindre la notice de poste, comme vous avez le petit indicateur qui vous l'indique. Donc, hop, la notice de poste. Voilà, on attend que ça charge. Voilà, et une fois que c'est fait, on a tout bien enregistré. Super. On peut fermer. Voilà, et là, vous avez le statut complet également. Ici, donc, vous avez tous les documents donc, à joindre liés donc, à la zone de travaux, donc les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination. Donc, hop. Vous joignez donc le document et vous le faites donc pour tous les documents c'est nécessaire et vous pouvez toujours en rajouter d'autres avec donc, la rubrique Autres documents. Voilà, procédure de décontamination, des travailleurs et des équipements. Voilà, et pour finir, durée et temps de travail. Hop. Voilà, donc normalement c'est bon. Donc, vous avez le petit statut donc, complet. On peut passer donc, à la gestion des déchets. Ici, vous allez joindre le document relatif donc, aux procédures de gestion des déchets, des déblais et des remblais. Donc, vous joignez toujours pareil le document. Voilà. Ensuite, vous passez donc au dossier technique. Voilà, et là, vous allez joindre donc le rapport donc, de repérage amiante avant travaux. Voilà. Et ensuite, vous passez donc au document annexe. Ici, donc, les documents annexes, ce sont donc les documents qui ne sont pas demandés à l'article 1253 qui sont liés à l'opération, par exemple, plan d'installation du chantier. Voilà, donc ici, je vais maintenant
maintenant vous montrer la rubrique donc, complément au C. Donc, pour rappel, ce sont des informations donc, à destination des organismes certificateurs uniquement. Donc là, il faut joindre donc, les documents requis donc, par la norme NFX 46010 d'août 2012. Donc, le document relatif au secours des personnes en cas de blessés légers ou nécessitant des secours extérieurs. Donc là, même chose. Vous joignez donc le document. Bon, là, je vais tester peut-être que c'est mon document. Je laisse un autre. Ah, excusez-moi, j'ai été déconnectée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, la déconnexion n'a pas été très longue. Vous pouvez continuer. Ah, a priori, elle a été complètement déconnectée. Ouais. Allô? Oui, oui, on vous entend. Vous nous entendez ou pas? Allô? Excusez-moi, est-ce que... Ah, je crois qu'elle ne nous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Alors, Ah, vous m'entendez? Ah, oui, on vous entend. pardon. Oui, c'est bon. Voilà. Si. Ok. Parfait. Je reprends du coup. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Parfait. Ok. Hop. Alors, je vais juste actualiser ma page parce que j'ai été déconnectée. Je crois qu'on a Madame de Bonnet qui a été encore déconnectée. Alors, j'essaie juste de me reconnecter donc, pour créer ma saisie de PDRE. Je pense Ah oui, vous que... êtes déconnecté totalement, oui, pardon. Si je puis me permettre, il faut que tu te reconnectes intégralement. En fait, c'est un souci VPN. J'ai été déconnectée au niveau de mon VPN. Alors peut-être qu'en attendant la déconnexion sur le chat, on a déjà quelques questions pour lesquelles peut-être que vous pourriez répondre en attendant que le système se oui, reboot. alors il y a une question sur laquelle une réponse a été apportée par Nathalie Gabert. Donc, question de Ouda Fekir. Si le moyen de protection collective n'est pas dans la liste déroulante, peut-on l'ajouter? Donc, Nathalie, vous avez répondu non. Il s'agit des moyens de protection collective réglementaires car Dématamiante est à droit constant. Alors, je ne sais pas si vous voulez compléter la réponse. Ouais, moi, je vais me permettre de le faire à l'oral, mais pour confirmer effectivement ce que Nathalie Gabert a dit, hein, effectivement, les moyens de protection collective au sens du processus sont limitativement listés à l'article R4412-109 du Code du travail. Donc ça,
Je pense que vous le savez tous, puisque vous êtes effectivement tous des entreprises certifiées. Après, il s'agit effectivement de raccrocher à l'un ou à l'autre de ces moyens de protection collective. Il y a également le commentaire, il ne faut pas le perdre de vue, qui permet effectivement d'apporter une précision par rapport au processus que vous définissez. Donc là, en l'occurrence, si évidemment on parle bien d'un MPC de processus, bon, j'imagine que c'est le cas, mais évidemment, je ne comparerai pas le sac à manche à un confinement, donc c'est effectivement plutôt du MPC de processus. Bah, effectivement, dans ce cas-là, il faut raccrocher ça à l'un des trois, donc il me semble que c'est plutôt de l'abattage dans le cas présent, même si effectivement le sac à manche tout seul n'est pas vraiment stricto sensu un abattage, mais enfin, à tout le moins, vous pouvez le raccrocher à cet élément-là. Et après, dans le commentaire, vous précisez effectivement que c'est une situation avec utilisation du sac à manche. Et peut-être au demeurant, alors pour un sac à manche, j'en sais rien, et pour une boîte à gants, c'est fort possible, l'utilisation d'un aspirateur THE. Donc là, dans ce cadre-là, on voit effectivement bien comment effectivement raccrocher à l'article R44-1209. Merci Thomas. Peut-être une autre question posée par Stéphane G. Peut-on mettre une autre valeur que celle de la base scolamiante? Je vais peut-être répondre encore moi, mais évidemment sous couvert des collègues qui m'accompagnent. Mais peut-être effectivement pour revenir sur ce que Nina Debenet vous a présenté, donc on était effectivement sur l'élaboration, enfin plutôt l'enregistrement d'un processus nouveau dans le cadre de la bibliothèque de processus, dans le cadre duquel effectivement un certain nombre d'informations peuvent être renseignées. Donc là, on avait effectivement une situation, on était dans le premier cycle de validation et on avait effectivement, a priori, si j'ai bonne mémoire, réalisé le deuxième chantier de validation, ou en tout cas, c'était le niveau dans lequel on se situait. Donc effectivement, ce qui est attendu, c'est de donner le niveau du dernier mesurage réglementaire. Donc là, elle avait donné effectivement un exemple par rapport à ceci. Si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, un niveau d'empoussièrement attendu par l'entreprise. Bon, par exemple, quelque chose qu'on escompte effectivement atteindre entre guillemets en améliorant la technique de travail, tout en restant dans le même processus, bien évidemment, si c'est un nouveau processus, ou peut-être une valeur d'alerte, donc plus basse effectivement que le dernier mesurage réglementaire, mais à partir duquel vous lancez effectivement certaines mesures supplémentaires de protection du chantier et des travailleurs. Et effectivement, il y a effectivement la valeur donnée par Scolamiante, et ça, c'est une valeur effectivement indicative qui participe à l'évaluation des risques de l'entreprise, mais qui n'a pas vocation à être modifiée par une autre donnée. Voilà, ça c'est quelque chose qui effectivement complète les données relatives au processus, en plus des mesurages que vous avez déjà faits ou des mesures du niveau d'empoussièrement que vous escomptez ou que vous fixez comme seuil d'alerte. Mais pour la mesure Scolamiante, elle n'a pas vocation à être modifiée par une autre mesure. Merci. Je vois que Nina Debenet est en train d'arriver. Alors, on a peut-être le temps de prendre une dernière question de Monsieur Laurent Traînard. Donc, au moment du PDRE, de la rédaction du PDRE, on ne connaît pas forcément l'encadrant de chantier. Quand il y a plusieurs phases, ce n'est pas forcément le même, par ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? D'accord. Bon, alors là, il faut effectivement avoir à l'esprit, mais c'est quelque chose, j'imagine que la présentation de Nina allait l'aborder, et quand bien même elle ne l'abordait pas, j'ai l'occasion de vous le dire présentement. Effectivement, il y a un principe de complétude des données qui sont renseignées dans des matamiantes et qui sont en lien avec l'article R44-1233 qui fixe effectivement les 18 points réglementairement attendus pour le contenu d'un plan de retrait. Maintenant, il n'y a pas de situation de blocage, c'est-à-dire vous n'avez pas l'impossibilité d'envoyer un plan de retrait qui n'aurait pas l'intégralité des informations des 18 points réglementaires, tout simplement parce que, et on le sait tous, il y a effectivement des situations où l'entreprise, en toute bonne foi, ne dispose pas encore de certaines informations. Et effectivement, comme on l'a dit, soit parce que c'est quelque chose qui n'est pas arrêté en interne au sein de l'entreprise, soit parce que c'est tributaire d'autres acteurs, au premier chef desquels le donneur d'ordre. Donc dans ce cas-là, vous envoyez le plan de retrait au vu des informations dont vous disposez. Donc effectivement, certains points vont apparaître comme incomplets, mais incomplet, ça ne veut pas dire forcément que le plan de retrait est mauvais, ça veut juste dire qu'il y a vocation à ce que ça soit complété, et vous aurez effectivement vocation à le compléter par le biais, donc ça aussi, ça vous sera présenté, je pense, mais de l'item information complémentaire en lien avec le plan de retrait initialement transmis. Donc ça sera tout à fait possible d'envoyer cette information ultérieurement lorsque vous l'aurez, ou si vous en avez envoyé une et que finalement ça a changé, vous pourrez modifier cette information initialement communiquée. D'accord, donc tu confirmes qu'il n'y a aucun point de bloquant dans les 18 qui doivent réglementer. D'accord. Il n'y a pas de point bloquant. Encore une fois, l'idée,
c'est effectivement de rappeler à l'entreprise qui élabore son plan de retrait les points réglementairement attendus, mais il ne s'agit pas de l'empêcher d'envoyer le plan de retrait. Elle peut l'envoyer, elle est simplement avertie que c'est incomplet, donc charge à elle effectivement de compléter ou d'apporter des justifications dans ce qu'elle envoie pour dire pourquoi ça n'est pas là, mais ça ne l'empêche pas d'envoyer le plan de retrait. Le seul blocage technique qui existe, c'est si vous renseignez par exemple des lettres sur un endroit où ce sont des chiffres qui sont attendus. Voilà, c'est du classique en fait. D'accord. Ok. Alors, bon, je crois que... Alors, on avait encore une dernière question. Peut-être je pense qu'elle est assez simple, donc on va peut-être y répondre assez rapidement. Et puis, on reprendra ensuite la présentation de Nina Debenay, qui maintenant nous a rejoint. Donc, cette dernière question donc, de Sandrine Foulon. Bonjour, je n'ai pas vu la saisie d'une adresse complète, numéro et rue. Est-ce que le code postal et la ville sont suffisants ? Alors là, je vais répondre, mais c'est sous le couvert de Laetitia. Mais moi, pour ma part, ce que j'en connais de la plateforme, il y a effectivement la possibilité de renseigner l'adresse complète du site de l'opération. Il peut y avoir des situations, je pense par exemple à, vous avez une opération genre route nationale 475 ou quelque chose comme ça, où ça va être effectivement difficile de renseigner une adresse précise. Donc là, dans ce cas-là, vous allez effectivement plus donner les indications de la commune, mais il y a aussi une géolocalisation. Alors là, encore une fois, sous couvert de Laetitia, si jamais je me trompe, mais je crois effectivement qu'il y a un principe de géolocalisation qui permet en plus d'avoir effectivement l'indication des coordonnées du site précis de l'opération lorsque c'est en dehors d'un lieu urbain. Je vais juste un tout petit peu compléter. Donc, en fait, on parle plus de pouvoir saisir les coordonnées géographiques. La géolocalisation en soi nécessiterait un appareil à partir de votre PC pour dire là où vous êtes, entre guillemets, au moment de la saisie. Donc, bien sûr, il y a pas, on peut saisir les coordonnées géographiques. C'est pas la géolocalisation qui présuppose des sujets sécurité en lien avec l'endroit où vous êtes actuellement. Donc, on peut saisir les coordonnées géographiques. On peut saisir aussi l'adresse entière. Si je puis me permettre, Nina, si tu peux juste aller sur l'onglet, la section opération sur le PDRE. Voilà, donc vous voyez, vous avez adresse postale ou coordonnées géographiques. Donc ça, ce choix-là, vous l'avez tant dans la section opération et que vous pouvez modifier tout au long de la rédaction de votre PDRE, comme dans la page qui s'est ouverte lorsque Nina a cliqué tout à l'heure sur « Créer mon PDRE ». Quand vous saisissez l'adresse postale, on a utilisé sur des Matamiante les mêmes systèmes que vous avez sur la plupart des sites internet modernes, c'est-à-dire que vous n'avez pas un emplacement pour le numéro, puis un emplacement pour le type de voie, etc. Vous saisissez directement 57, allez, je sais pas moi, de La Fontaine, par exemple. Par contre, ce qui est très important et ce sur quoi Nina insistait tout à l'heure, c'est que le couple code postal ville, quand vous le c'est impératif que vous le sélectionnez dans la liste déroulante, puisque derrière, c'est rattaché à un référentiel des communes qui est mis à jour automatiquement en fonction des communes. Et il y a certaines personnes dans l'utilisation qui en a été faite aujourd'hui qui saisissent à la main et qui s'étonnent de ne pas retrouver, de ne pas avoir certaines informations. Enfin, comment dire, que dans la synthèse, ils ne retrouvent pas, par exemple, l'unité de contrôle. C'est normal. Le code postal commune, il faut vraiment le saisir dans la liste déroulante. Il faut cliquer. C'est-à-dire que vous pouvez renseigner votre code postal. Ça va vous présenter toutes les communes associées au code postal. Vous pouvez commencer à renseigner une commune. Ça vous permettra de faire de la complétude, par exemple, je sais pas moi, Saint-Julien, il y a Saint-Julien en Genevois, il y a Saint-Julien-les-Villas, il y a beaucoup de Saint-Julien différents, donc ça vous affichera une liste de toutes les communes et vous pourrez saisir. Mais ce qui est très important à retenir ici, code postal commune, je sélectionne dans la liste. Merci pour ces précisions. Donc, je propose qu'on poursuive la présentation de Nina Debenay et on repartira ensuite sur les questions. Merci. Oui. Merci beaucoup Nathalie et désolée à tous, j'ai eu un petit problème de réseau. Donc je reprends, je m'étais arrêtée donc au complément OC. Donc j'ai bien joint mes deux documents donc, qui sont attendus. Et ici je vais indiquer donc les différentes phases de travaux. Donc je clique sur édition, j'indique par exemple une début de la phase installation, on va dire, donc on avait indiqué le 2 novembre. Et une fin, par exemple, au 17 novembre. Ici, je crée juste donc, une première phase. Et là, je peux indiquer donc, un commentaire en disant, par exemple, donc, phase
Donc, on va dire installation dans la matinée, par exemple. Et toujours pareil, je pense bien la valider. Ensuite, donc, je peux créer donc, une nouvelle phase donc, concernant le retrait cette fois-ci. Donc là, je vais indiquer le début au 18 novembre. La fin, par exemple, on va dire au 15 juillet. Voilà. Là, je peux aussi mettre donc, un commentaire. Je valide. Et enfin, donc, concernant la phase de retrait, hop, donc je mets par exemple donc, au lendemain, donc, au 16 juillet. Hop. Et là, donc sur la date de fin qu'on avait indiquée tout à l'heure, donc c'était en 2022, en septembre, et donc le 2 septembre. Et là, par exemple, je peux indiquer retrait dans la journée. Voilà. Et là, je valide. Voilà. Donc, vous avez donc rempli les informations. Maintenant, donc, je vais vous montrer la complétude. Donc, la complétude, ça vous permet en fait d'avoir l'état de complétude des 18 points réglementaires donc, de l'article R4412-133. Pardon. Donc, voilà, vous voyez que là, tout est complet. Voilà. Donc, je vais pouvoir maintenant vous montrer donc, la transmission. Je vais pouvoir vous montrer comment transmettre un PDRE. Donc, en fait, vous cliquez ici sur transmettre. Là, donc, vous avez les informations donc, de complétude par rapport donc, à la réglementation et le respect de la complétude par rapport donc, à la norme NFX 46010 d'août 2012. Ici, lorsque vous n'avez pas indiqué, donc, si vous manque par exemple des informations à compléter, il va vous être affiché donc, ce type d'indicateur et vous pourrez cliquer directement sur la rubrique et là c'est que voilà, en fait ça m'avait indiqué que les documents n'étaient pas bien joints, mais comme il y a eu la coupure, je pense que c'était lié à ça et donc là normalement ça devrait être bon. Hop, sur transmettre. Bon, non, en l'occurrence, je pense qu'il n'a pas pris en compte mes documents. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous pouvez également donc inscrire un commentaire dans cette rubrique-là qui sera donc à destination des destinataires donc, réglementaires et, donc, et des organismes certificateurs. Et ensuite, donc, vous cliquez sur « Transmettre ce PDRE ». Et donc, pour information, la transmission, elle va être automatique. Et elle va se faire dans les 30 minutes. En attendant que le PDRE soit transmis, mais comme vous le voyez ici, il y aura indiqué qu'il est en transmission. Et ensuite, une fois transmis, donc il sera transmis et vous pourrez le retrouver dans les PDRE transmis sur votre page d'accueil. Si jamais, pour X raison, votre PDRE ne peut pas être transmis, s'il y a des points bloquants, il repassera en cours de rédaction, donc vous le trouverez ici, et vous pourrez donc le transmettre à nouveau en complétant les informations manquantes. Voilà, ensuite, je vais vous montrer donc sur un PDRE qui a déjà été transmis voilà, auparavant pour que vous puissiez avoir l'exemple. Je vais vous montrer qu'une fois transmis, vous avez possibilité, donc dans la rubrique « Suivi de la transmission », de voir en fait toutes les informations donc, relatives à cette transmission. Donc là, je l'ai fait avec un PDRE que j'avais créé auparavant parce que mon PDRE que je viens de transmettre n'a pas encore été transmis. Et ici, vous avez les informations donc liées à la fiche de synthèse donc, en format PDF et vous avez donc également l'accusé donc, de transmission horodaté. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et là, donc, vous allez voir, ça se télécharge donc, en bas de votre écran. Et vous allez pouvoir donc cliquer dessus et l'ouvrir. Une fois que celui-ci sera téléchargé. Hop, je vous montre. Voilà, donc là, vous avez la preuve d'envoi et de dépôt. Vous pouvez récupérer. Voilà, hop, avec toutes les pièces jointes. Voilà. Également, j'en profite donc pour vous montrer la synthèse. Donc, la rubrique synthèse, en fait, donne donc tous les éléments, comme je vous ai dit tout à l'heure, essentiels à votre PDRE. Donc, ici. Donc, c'est toutes les informations que vous avez remplies. En l'occurrence, là, vous étonnez pas, c'est un autre PDRE sur lequel je suis.
Et donc là, vous pouvez faire export PDF, ce qui va vous permettre d'avoir la synthèse en format PDF. Donc là, comme tout à l'heure, ça se télécharge. Et ensuite, vous pourrez faire également, mais je vais le faire également tout à l'heure, vous pouvez télécharger donc votre PDRE dans son intégralité. Et ce qui est important, c'est d'ouvrir, lorsque vous avez téléchargé votre PDRE qui va se mettre normalement dans votre dossier de téléchargement sur votre bureau, c'est de l'ouvrir avec l'outil Adobe Acrobat Reader, qui est normalement l'outil qui est mis à disposition sur vos postes de travail, qui est gratuit. Alors là, hop, voici la fiche de synthèse. J'espère que vous la voyez. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez donc tous les éléments essentiels donc, à votre PDRE. Voilà. Voilà. Et là, donc, je vais faire de même, mais avec le PDRE, et vous montrer donc qu'il est nécessaire d'ouvrir votre PDRE en format PDF, mais avec donc l'outil dont je vous parlais, donc Adobe Acrobat Reader, parce que ça va vous permettre en fait d'accéder à toutes les pièces jointes. Vous ne pouvez pas accéder aux pièces jointes à travers le format PDF sur un navigateur de recherche, mais uniquement lorsque vous ouvrez le PDF. Et surtout Acrobat Reader, c'est gratuit. Excuse-moi de t'avoir coupé. En fait, les Voilà. pièces jointes, hein, on ne peut pas y accéder aussi facilement avec le navigateur. Et surtout, Acrobat Reader, c'est gratuit. Alors pour y accéder avec le navigateur, potentiellement, il faudrait rajouter des composants. Donc pour vous, c'est mieux. Voilà, exactement. Donc j'attends que ça se télécharge. Et hop, je vais... Hop, donc là, normalement, une fois que mon PDRE donc, sera téléchargé, donc il sera dans mes dossiers donc téléchargés. Hop. Ça rame un petit peu, excusez-moi. Ce sont les joies de notre VPN. Donc vous aurez accès à des matamiantes sans problème. Pour nous, c'est un peu plus compliqué avec nos outils. Oui. Voilà, c'est ça. Hop, voilà. Mon document donc, est téléchargé. Donc, vous voyez, là, je suis dans mes téléchargements sur mon bureau. Je clique donc sur le PDRE. Et donc là, je vais juste, hop, modifier le partage d'écran parce que ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre avec mon PDRE que vous devez voir ici, le temps que ça s'ouvre. Voilà. Donc là, vous avez vraiment donc, tout le PDRE donc, en format PDF avec sur la gauche donc, le sommaire. Donc vous pouvez cliquer sur les différentes rubriques qui vous donnent donc accès voilà, à toutes les informations. Et ici, vous avez donc les pièces jointes. Donc voilà, donc vous pouvez donc cliquer ici et vous avez accès aux pièces jointes. Voilà, elles sont toutes listées ici. Et vous pouvez donc également y accéder directement depuis le document en double-cliquant dessus. Donc voilà pour l'exemple de PDRE en format PDF. Je reviens hop, sur ma plateforme des matamiantes. Hop, excusez-moi. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Super. Donc maintenant, je vais vous montrer, une fois que maintenant qu'on a transmis notre PDRE, je vais vous montrer comment donc mettre à jour un PDRE. Donc, pour information, vous pouvez modifier un PDRE qui est uniquement en cours de rédaction. Donc, c'est-à-dire ici, dans votre page d'accueil, voilà, vous cliquez dessus et vous pouvez modifier donc dans la saisie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Par contre, un PDRE qui a été transmis, donc qui a déjà été transmis, vous pouvez le modifier uniquement donc en créant un nouvel avenant pour tout ce qui porte sur une modification du marché des travaux ou des processus, ou alors en créant une nouvelle information, comme le disait Thomas tout à l'heure, pour tout ce qui pour tout ce qui relève en fait du champ qui ne relève pas du champ réglementaire de l'avenant. Donc pour créer un nouvel avenant, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez alors partir directement du PDRE donc, qui a été d'un PDRE transmis, donc vous allez dans la liste des PDRE transmis. Vous allez
donc dans votre PDRE. Et ici, vous avez la possibilité, vous voyez, de cliquer sur Nouvel avenant ou Nouvelle information directement. Et là, vous allez devoir saisir à nouveau et ensuite transmettre. Vous pouvez sinon passer par la page d'accueil, donc en cliquant sur, admettons, Nouvel avenant. Ici, vous allez avoir, comme vous le voyez, la liste donc, de vos PDRE qui ont été transmis. Vous sélectionnez celui que vous voulez modifier. En l'occurrence, on va prendre celui, d'ailleurs, comme vous le voyez ici, c'est celui qu'on vient de transmettre, qui a été donc transmis. Donc, je choisis celui-ci. Je clique sur Valider. Voilà, et là, hop, vous voyez, vous avez donc l'avenant qui apparaît ici. Et donc là, vous allez pouvoir donc remplir les informations donc qui seront modifiées et le transmettre une fois que ça sera fait à nouveau. Et donc, c'est la même chose côté pour l'information. Vous pouvez également accéder donc à ces rubriques directement depuis donc ici, donc la liste des PDRE transmis. Ici, comme vous le voyez, vous pouvez cliquer ici pour avoir une nouvelle information ou ici pour un nouvel avenant. Donc voilà, plusieurs possibilités. Donc ça, c'était concernant la mise à jour donc, de vos PDRE. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder et utiliser la foire aux questions. Et pour cela, je vais aller sur le portail entreprise, donc le portail qui est utilisé aujourd'hui par les entreprises, qui n'est pas l'espace test, parce qu'on a une foire aux questions qui est mise à jour uniquement donc, sur ce portail entreprise. Donc, je vais ouvrir le portail entreprise et je vais sur la foire aux questions, donc, qui est accessible avant même de se connecter donc, dans la plateforme. Vous avez juste à cliquer sur foire aux questions. Et ici, comme vous le voyez, vous avez donc différents items de foire aux questions. Voilà. Et à l'intérieur de chacun de ces items, vous avez plusieurs questions. Donc, toutes ces questions, donc, elles sont forcément donc, liées à l'item. Et lorsque vous voulez en consulter une, il vous suffit de cliquer ici. Et là, vous avez toutes les informations dont vous aurez besoin. Également, pour certaines questions, vous avez des vidéos de formation, aussi appelées vidéos tutoriels, qui vous permettent de voir comment, par exemple, effectuer une fonctionnalité sur l'outil. Donc, c'est comme ce que je vous fais là, c'est une démonstration, mais sous format vidéo, et vous avez l'accès ici. Donc, il y en a un peu plus d'une dizaine de petites vidéos comme ça dans la foire aux questions. On a à ce jour pour information 116 questions renseignées dans la foire aux questions. Donc il y a énormément d'informations dans cette foire et on l'alimente régulièrement. Pour information, on a rajouté à peu près 16, enfin un peu plus de 10, donc je pense que c'est 16 de mémoire, 16 questions depuis l'ouverture de Dématamiante au 1er septembre. Donc voilà, voilà pour la foire aux questions. Et voilà, également pour ma démonstration, j'ai fait le tour de tout ce qu'on voulait vous présenter. Merci à tous pour votre attention. Merci Nina. Puis également, je remercie Nathalie Gabert et Laetitia Herbin-Collot qui répondent en direct au chat. Alors peut-être pour juste partager les questions et les réponses qui ont été posées. Alors une question de Pierre Alban Doucet qui se met à la place d'une entreprise et qui demande si les compléments organismes de certificateurs sont également accessibles aux autres destinataires, en fait, ou si c'est uniquement aux organismes certificateurs. Oui, c'est uniquement aux organismes certificateurs. On a effectivement bien veillé à respecter la répartition qui est prévue entre, d'un côté, les informations listées à R4412-133 et qui ont vocation à être transmises aux différents destinataires réglementaires du plan de retrait, et de l'autre côté, les informations qui sont dues aux EC, d'ailleurs les éléments complémentaires au plan de retrait par rapport à R4412-133 qui sont énoncés à la norme NFX 46010, et par ailleurs les informations du type déclaration mensuelle ou modification de planning, là encore des destinations des seuls organismes certificateurs, et donc tous ces éléments ne sont réservés et ne seront communiqués par Dématamiante qu'aux OC. Guillaume Paumet qui demande ce qu'il en est des transmissions vers le donneur d'ordre, la maîtrise d'œuvre, le coordonnateur SPS. Donc là,
Nathalie Gabert a répondu donc en effet qu'il ne s'agit pas de transmission réglementaire, donc elles ne sont pas gérées par des Matamiantes. En revanche, dès lors qu'il y a un PDF qui est généré par l'outil, il est tout à fait possible d'envoyer ce document PDF directement extrait de l'outil. Et voilà, il n'est pas nécessaire d'établir un autre document en plus de celui qui aura été créé à partir de l'outil des Matamiantes. Et juste une précision de ma part, mais oui. très rapide, hein, pour dire que là, on a effectivement listé des protagonistes plutôt au niveau, on va dire, de la gestion de l'opération, mais également tout l'aval, hein, que ce soit les institutions représentatives du personnel, les services de santé au travail, également les laboratoires, hein, qui vont effectivement élaborer les stratégies d'échantillonnage. Le principe est exactement le même que celui qu'on vient de donner. Tout à fait. Stéphane G qui demande donc si en parallèle il reste nécessaire de renseigner la plateforme des organismes certificateurs sur les PDRE, les dates des retraits, etc. Oui, jusqu'au 1er janvier 2022, les déclarations doivent se faire directement aux organismes certificateurs, mais à partir de cette date, ces déclarations se feront uniquement via des Matamiantes. Pour les régions pilotes, hein, je le précise bien, hein, encore une fois, les obligations effectivement de passer par des Matamiantes pour l'élaboration, la transmission des plans de retrait et pour la transmission des informations réglementairement et normativement dues aux organismes certificateurs concerneront au 1er janvier 2022 les 5 régions pilotes. Donc toute opération qui se passe dans les autres régions que les régions pilotes passeront effectivement par les processus classiques, transmission des PDRE par voie postale et également transmission des informations dues aux EC selon les modalités mises en place par ces dernières. Et puis donc justement une question de monsieur ou madame Détroit qui n'est pas dans une localisation qui est actuellement dans le périmètre de l'expérimentation des Matamiantes. Donc il indique qu'il est actuellement bloqué au niveau de la création du PDRE. Est-ce qu'il est possible de créer un PDRE fictif pour prendre en main l'application? Donc là, ça a été la réponse qui a été apportée par Laetitia Herbincolo, c'est qu'il existe une plateforme de test et donc qui permet justement de cette prise en main de l'application pour pouvoir s'habituer aux différentes rubriques et dès maintenant, y compris si vous n'êtes pas concerné par des chantiers qui seraient dans le périmètre de l'expérimentation. Oui. Également, je rajoute qu'on vous déconseille de faire des faux PDRE ou des PDRE fictifs sur le service en production, hein, parce que les seuls endroits qui sont ouverts donc, en termes de localisation d'opération, c'est bien sûr sur les régions pilotes, hein, et donc il faut penser aussi aux agents derrière qui travaillent et qui n'ont pas que ça à faire que de traiter des PDRE fictifs. Voilà. Parce qu'on a vu certaines personnes qui le font, hein. Il faut juste penser que on a mis en place effectivement un environnement de test. Normalement, une communication est partie à toutes les entreprises, alors au moins une fois, voire 2 fois à l'ouverture du service pour donner les informations de cet environnement de test de façon à ne pas polluer la base en service avec des éléments fictifs. Et bien sûr, à permettre à tous de pouvoir prendre en main l'outil dans le sens où c'est quand même un gros document que vous avez là. Et le but, c'est vraiment de vous permettre de vous entraîner aussi. Tout à fait. Alors là, une question peut-être à laquelle on peut répondre avant les retours d'expérience. De Monsieur Galzin, est-il prévu une ouverture pour les organismes de formation, pour les formations des encadrants techniques? Je ne sais pas qui peut répondre. Thomas? Oui, excusez-moi. J'étais en train de parler, mais je n'avais pas vu que mon micro était coupé. Bon, donc je réponds. Donc, j'étais en train de dire que dans le cadre de la phase pilote actuelle, c'est pas prévu dans l'immédiat. Maintenant, effectivement, à terme, alors vous dire si ça se fera dès le début de la seconde phase. D'ailleurs, dès le début de la seconde phase, je ne pense pas. Mais en fin de seconde phase, ou au moment de la généralisation, je ne peux pas le dire, mais on l'a effectivement à l'esprit à partir du moment où il est effectivement demandé par l'arrêté du 23 février 2012 que les encadrants techniques aient effectivement la compétence pour l'élaboration, mais aussi pour la transmission du plan de retrait. Donc on est effectivement bien d'accord sur le fait qu'il sera effectivement attendu à terme de ces derniers
qu'ils aient effectivement une maîtrise de l'utilisation de l'outil d'hématamiante. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on a à l'esprit, hein, ça nous a été effectivement soulevé par plusieurs protagonistes, dont d'ailleurs des organismes de formation, mais on peut aussi sincèrement dire hein, que dans le cadre du pilote actuellement en cours, ce n'est pas la priorité première qu'on a retenue, donc c'est effectivement quelque chose qui est sur notre liste de choses à faire et qu'on n'oublie pas, mais qu'on ne peut pas effectivement d'ores et déjà mettre en place. Ok. Merci pour cette réponse. Donc, on va maintenant passer un petit peu à la vision que peuvent en avoir l'OPP-BTP et la CARSAT qui participent à l'expérimentation. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Pierre Alban. Pierre Alban Doucet, donc de la CARSAT Rhône-Alpes, pour ce retour d'expérience CARSAT. Donc, je vais personnellement vous faire un retour succinct que j'ai recueilli auprès de mes collègues, hein, puisque moi, étant en CARSAT Rhône-Alpes, je n'ai pas encore eu accès aux différentes informations issues des matamiantes. Alors, tout d'abord, vous l'aurez certainement compris, nous n'avons pas, nous, en tant qu'organisme sécurité sociale, directement accès à la base des matamiantes. On n'a pas accès aux informations. Donc, pour cela, il nous a été nécessaire de développer une application spécifique au réseau donc assurance maladie et risque professionnel pour pouvoir récolter les données que vous déposez lors de la saisie de vos plans de retrait sur l'application des matamiantes. Alors, notre application en fait permet de collecter et de traiter l'ensemble des données que vous déposez sur des matamiantes sur la fraction relative au code du travail. Et donc, comme vous l'a dit M. Collin, les éléments qui sont déposés, les éléments complémentaires qui sont à destination des organismes de certification, nous n'y avons pas accès de manière directe. De ce fait, nous pouvons être contraints, puisque c'est des éléments qui pouvaient nous servir dans le cadre de nos actions de prévention, nous pouvons être contraints de vous les demander par ailleurs pour pouvoir travailler avec vous sur ces questions-là. Ensuite, au niveau de l'application, la CRAMIF, donc c'est la CRAMIF qui a développé la base de données, enfin l'application qui traite les informations que des matamiantes nous envoient. Si l'application des matamiantes transfère les informations que vous déposez en temps quasi réel, hein, puisqu'il y a à peine 30 minutes de latence, nous, notre base, a priori, à l'heure actuelle, traite les données par paquet et du coup fait l'envoi aux différentes CARSAT concernées sous le délai d'un jour. En fait, le traitement se fait, on va dire, à minuit et du coup va envoyer les informations au CARSAT, au bon organisme une fois par jour. Alors, les données dans lesquelles on a accès au départ, c'est une page de synthèse hein, qui est envoyée par mail à la caisse concernée. Et puis après, en fonction des informations contenues sur la synthèse, l'agent de la caisse va pouvoir aller sur notre application pour regarder les différents autres éléments qui relèvent donc du plan de retrait. Donc cette base nous permet en fait d'avoir accès à la documentation que vous déposez également. Alors, à titre d'exemple, hein, ça c'est un des panneaux que notre base de données qui a été développée nous permet d'obtenir. Donc ici, par rapport à un plan de retrait qui a été déposé, on a différents processus qui ont été enregistrés et du coup, excuse-moi, est-ce que tu peux grossir un petit peu ton écran? Je pense que c'est peut-être un peu juste pour voir. Oui. C'est mieux, du coup. Donc, c'est à titre d'exemple. Hein. Je ne sais pas si, du coup, ça a grossi. Oui. Donc, on va voir la page du processus. Donc, à ce niveau-là, on va retrouver l'information relative au processus, hein, le nom qui a été désigné, la quantité des matériaux qui sera traités, donc soit en mètres carrés, soit en mètres linéaires, en fonction des éléments que vous avez reportés sur la base des matamiantes, les matériaux, la technique employée, les mesures de protection collective qui seront en place relatives au processus, le niveau d'empoussièrement qui a été défini par l'exploitation de la base Scola, les dernières mesures qui ont été réalisées au sein de votre entreprise, si le cas échéant, si elles existent, les taux mesurés, le taux attendu, et puis après, on va retrouver les mesures qui sont prévues sur cette opération. Ensuite, on peut avoir accès en fait aux documents relatifs à ce processus. Donc du coup, là par contre, on va se retrouver sur des documents type PDF, aller ouvrir et chercher. Donc du coup,
la base de données, en fait, à l'heure actuelle, on rencontre quelques difficultés puisque certaines informations, si elles ne sont pas saisies à la dépose du plan de retrait, ne sont pas bloquantes pour vous dans l'élaboration de la complétude du document, mais pour nous, sont manquantes dans nos actions de prévention. Donc là, dans l'exemple que je vous affiche, on voit qu'il n'y a aucune mesure, référence concernant le taux attendu d'empoussièrement. Donc pour nous, ça nous gêne à l'heure actuelle un peu. Ensuite, donc comme vous l'avez vu, il y a un grand nombre d'éléments qu'on retrouvait aujourd'hui dans le cadre de vos plans de retrait qui sont sur les documents annexes type JPEG ou type PDF. Et notre système aujourd'hui est incapable d'aller faire des requêtages sur ces données-là. Donc la base qui a été développée par la CRAMIF permet de faire des requêtes sur l'ensemble des données qui sont saisies à travers des maths amiantes, mais pas sur les documents que vous allez joindre. Ce qui fait que à l'heure actuelle, on perd des données puisqu'on avait l'intention à travers la base des maths amiantes de créer, de faire un certain nombre de requêtes comme par exemple vis-à-vis d'une entreprise, le nombre de plans de retrait qui sont déposés, le nombre d'opérations concomitantes qu'elle a et la localisation. À l'inverse, ça nous permet aussi, par exemple, de faire, de rechercher quelle entreprise utilise quel processus et d'en sortir les niveaux d'empoussièrement qui sont afférents. Donc, ça nous permet de nous guider dans nos actions de prévention. Donc, toutes ces requêtages sont possibles à faire sur des éléments que vous saisissez. Par contre, c'est impossible de le faire sur des documents PDF ou sur des types JPEG. Et puis, comme il y a un certain nombre de points qui ne sont pas bloquants à votre niveau pour déposer votre plan de retrait, on risque de faire, comme dans l'exemple que vous pouvez voir, si on fait des requêtes sur le taux d'empoussièrement attendu, là, on aura des données qui ne sont pas complètement exploitables, puisque la saisine n'a pas été renseignée par l'entreprise en l'occurrence, et du coup, on pourra comparer que les données qui sont saisies par les entreprises qui l'auront fait. Donc, voilà. Donc, à notre niveau, l'application qu'a développée la CRAMIF est en test, puisque son exploitation n'a pu se faire que depuis que le démat amiante est en fonctionnement. Donc, on est en train de consolider un certain nombre d'éléments pour proposer à la DGT des petits correctifs ou des améliorations si possible, de manière à ce que finalement, on ne perde pas tous nos repères, toutes nos habitudes ou toutes les informations qui nous étaient utiles jusqu'à présent dans la transmission de votre plan de retrait. Et donc, vous l'aurez compris, on risque à l'heure actuelle, dans l'état de fonctionnement de la base, on sera contraint aujourd'hui de faire des retours avec vous, entreprises, pour avoir un certain nombre d'informations, comme les conditions de restitution ou comme les procédures de secours. Voilà, j'en ai terminé. Oui, simplement, donc je vois que Laetitia Herbin-Collot a apporté une réponse au point que tu soulignais concernant les taux d'empoussièrement attendus, puisque c'est une anomalie qui a été identifiée donc, sur des maths amiantes. Elle a été priorisée, mais pas encore développée. Voilà, il y a des évolutions qui seront attendues sur ce point-là. Et puis, par contre, le taux attendu est bien reporté. Plus qu'évolution, Correction, oui, pardon. Correction. Et donc, le taux attendu, par contre, est bien reporté sur les PDF, soit fiches de synthèse ou PDRE. Oui, parce qu'en fait, par rapport aux propos que j'ai entendus, juste dans le discours à faire attention, il faut bien que les entreprises, même si aujourd'hui le réseau des CARSAT CRAMIF, comme les organismes certificateurs, comme l'OPPBTP, ne voient pas le taux attendu par l'entreprise, parce que donc il y a une anomalie, comme je l'expliquais, dans l'échange entre des maths amiantes et les partenaires. L'information, il faut bien que les entreprises la saisissent, parce qu'aujourd'hui, vous la retrouvez dans votre fiche de synthèse, dans les écrans, donc côté entreprise, pas côté partenaire, et je rejoins complètement Monsieur Doucet là-dessus. Et surtout, vous les retrouvez aussi dans l'intégralité des documents PDF, donc fiche de synthèse et PDRE. Et donc, si jamais les entreprises ne renseignent pas, on ne le retrouvera plus nulle part. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les entreprises doivent continuer à renseigner. L'anomalie qui existe, c'est sur l'échange entre des maths amiantes et les partenaires. Et ça sera corrigé. Merci. Voilà, juste du coup, pour compléter sur la série des questions-réponses, il était demandé s'il était prévu que des maths amiantes soient étendues au mode opératoire, donc l'opération de sous-section 4. La réponse est non. Oui, alors peut-être juste un mot pour justifier la situation, mais très rapidement. C'est tout simplement primo parce que il y a déjà eu un certain volume de temps et d'argent engagé sur des maths amiantes et on est encore en phase pilote. Donc là, l'objectif, c'est déjà de laisser le pilote
j'irais presque vivre sa vie et surtout nous permettre d'avoir tous les retours d'expérience nécessaires de façon à apprécier si on doit effectivement apporter quelques correctifs, des compléments. Enfin voilà, ça c'est ce que j'ai présenté en introduction. Donc effectivement, avant d'avoir effectivement finalisé des matamions, de toutes les façons, on ne va pas se lancer pour l'heure dans de la sous-section 4. Après, le second problème, mais là c'est un problème beaucoup plus pragmatique, hein, c'est que c'est une chose effectivement d'organiser la dématérialisation des plans de retrait autour d'entreprises d'amiantage qui tournent autour d'un effectif de 1100 environ et sur une activité qui est quand même sensiblement la même, hein, même si après il y a des activités, des opérations plus ou moins complexes et des cadres de réalisation plus ou moins différents. C'en est une autre que de gérer après tous les modes opératoires qui peuvent plus ou prou concerner 2 millions de travailleurs dans des secteurs très très différents avec des situations très très différentes. Donc ce n'est pas pour dire qu'il n'y aura jamais de dématérialisation des modes opératoires, mais très clairement, le jour où on va s'attaquer à ça, c'est quand Dématamiante est pleinement opérationnel et qu'on a par ailleurs imaginé des solutions pour rendre effectivement l'outil gérable au niveau de la sous-section 4. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes volumes. Pour poursuivre peut-être le retour d'expérience, donc l'OPP-BTP avec Michael Veillier et puis Julien Tracoun. Oui, bonjour à tous. Pour tout vous dire, nous, on n'avait pas forcément prévu de support, mais c'est pas grave. Pierre Alban a très bien fait sa présentation, puisque nous, on est à peu près sur le même principe que les CARSAT, finalement, les CRAMIF, puisque nous avons aussi créé une application qui nous permet de récupérer l'ensemble des données, finalement, que peut accueillir Dématamiante, avec une spécificité, c'est que nous recevons uniquement tous les plans de retrait qui sont issus de la branche BTP. Vous avez vu, il y a une case à cocher, est-ce que vous cotisez à l'OPP, oui ou non? Et finalement, cette case, elle est un peu problématique puisque certaines entreprises ne la cochent pas forcément. Et justement, on est en lien justement avec Madame Herbin-Colo pour essayer de trouver la façon d'avoir l'ensemble des plans de retrait issus du BTP, puisque finalement, ça pose des questions. C'est quid si un inspecteur du travail voit que ça ne nous a pas été envoyé, ou même un organisme de certification, ça pourrait avoir des répercussions sur les entreprises. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aider les entreprises à bien identifier qu'elles cotisent bien le PPBTP et que ces plans de retrait nous parviennent. De notre côté, les questions principales qu'on peut avoir, c'est aussi on nous demande souvent, est-ce que vous avez bien reçu? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on donne un eurodata, je dirais, de la réception des plans de retrait à Dématamiante qui renvoie pour la totalité. Ça, certaines entreprises n'ont pas compris. Et puis, il y a alors je vais juste vous partager une slide que j'avais déjà faite, je dirais, en interne chez nous. J'espère que vous la voyez. Donc, avec une ouverture du site en 1er septembre avec les Hauts-de-France et les Pays de la Loire, nous, c'est à peu près ce qu'on a reçu en plan de retrait. Donc, c'est assez... ça part un peu dans tous les sens. Il y a des régions où on en a beaucoup et d'autres pas beaucoup. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que l'arrêté du 6 juillet a mis un peu de doute. Les gens ont compris que finalement Dématamiante ne commençait qu'au 1er janvier 2022. Ils n'ont pas compris que c'était uniquement pour les organismes de certification. Enfin, on envoie de pièces aux organismes de certification. Donc là, je pense qu'il y a eu un petit peu de perte en ligne sur les plans de retrait. Et il faut aussi qu'on arrive à éduquer les entreprises qui sont hors région, mais qui travaillent dans les régions impactées, qu'elles doivent passer par Dématamiante pour fournir les plans de retrait. Ici, je vous ai mis un petit tableau. Nous, c'est cette application. Donc, on reçoit ce genre de tableau avec les informations principales qui nous concernent et les référents amiantes de l'OPP-BTP peuvent aller voir plus en détail donc l'ensemble des documents qui sont à notre disposition. Donc voilà à peu près comment nous avons développé cette plateforme. Ce que je vais vous laisser, c'est la parole à Julien, puisque Julien fait partie des Pays de la Loire, donc région test, et je pense que lui va pouvoir nous informer sur finalement les premières questions que se posent les entreprises de sa région. Je te laisse la parole, Julien. D'accord. Donc, merci Michael. Donc, ouais, effectivement, Julien Tracoun, conseiller sur les Pays de la Loire et référent amiante. Donc, moi, pour ma part, en fait, le tableau que vous a présenté Michael, c'est un tableau que nous, on doit aller voir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de notification pour nous dire, voilà, moi, je suis telle entreprise, j'ai déposé un plan de retrait sur le site. Donc, c'est nous qu'on doit aller volontairement sur le site Dématamiante pour aller récupérer les données. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent qu'ils l'ont envoyé, donc on est forcément au courant qu'ils font un chantier, alors pas du tout.
Donc ça, c'est le premier retour. Alors, je vais commencer par les retours positifs, parce qu'on en a. J'ai des entreprises qui se lancent dans l'amiante et qui utilisent pour une des premières fois des maths amiante et ils trouvent ça très bien parce qu'en fait, ils n'avaient pas de trame. Ils n'avaient pas de trame préélaborée de leur plan de retrait et ils trouvent ça on va dire simple parce que quand ils ont rempli toutes les cases qu'ils demandaient dans des maths amiante, et ben, ils ont bon. Donc, ils sont assez contents du site pour ça, mais voilà, c'est une petite entreprise, parce que j'ai eu très peu de retours des entreprises de mon secteur sur ce sujet-là. Ensuite, sur ce qui marche moins bien, et c'est beaucoup les boîtes de désamiantage qui ont déjà leur processus, leur système documentaire en place, où en fait, il faut effectivement oublier un peu leur façon de faire interne pour pouvoir utiliser le site. Et donc, ils ont des difficultés à se retrouver dans des maths amiantes. C'est des retours que j'ai assez régulièrement pour dire, voilà, à chaque fois, il faut retaper les informations, c'est compliqué. Mais je pense que c'est comme tout, c'est la vallée du changement. C'est-à-dire que là, faut s'y faire. Et après, ça passera. Mais voilà, pour l'instant, la pilule est assez compliquée à digérer là-dessus. Difficulté aussi, c'était d'intégrer tout ce qui était documents assez lourds. Parce qu'il y a une capacité par document qui est limitée. Et des entreprises qui ont mis beaucoup d'images, beaucoup de photos, elles ont beaucoup de difficultés à les intégrer dedans. Mais ça, je pense que, Michael, tu m'aideras là-dessus, mais ça va être... c'est en pourparler pour changer, ça. Voilà, je vais laisser plutôt Madame Hervin Polo en parler. Là-dessus, c'est pas moi qui développe, je dirais, l'application des maths amiantes. Effectivement, excusez-moi. Par rapport au fait aux images et aux pièces jointes, aujourd'hui, donc il y a la possibilité de déposer des documents à 10 mégas par 10 mégas, donc c'est-à-dire chaque document au max 10 mégas. On a pleinement conscience que ce n'est pas suffisant. Faut savoir que chaque endroit où vous avez des rubriques, vous pouvez joindre 5 documents, donc uniquement des images, des PDF. Pour les images, bien sûr, ça se découpe pas. Pour les PDF, ça se découpe. Des images, ça s'optimise. Il y a plein d'outils gratuits en ligne. On sait, et c'est un pilote, c'était un des objectifs aussi du pilote, d'avoir des retours sur les volumétries réelles engagées, dans le sens où, imaginons, une entreprise veut déposer un document qui fait 500 mégas, elle met 2 heures à le télécharger, c'est pas non plus un service à lui offrir. Donc, l'option qui a été prise, c'est on fait une première version, un pilote, avec des documents d'une taille qui sont à la fois joignables et téléchargeables. N'oublions pas non plus les services ultramarins. C'est pour ça que dans les régions pilotes, au 1er janvier, on a la réunion de façon aussi à pouvoir faire quelque chose qui correspond aux tailles réseau, pas que en France métropolitaine, si on peut le dire comme ça. Et d'autre part, donc là, on a des travaux qui vont démarrer la semaine prochaine sur la prise en compte des grosses pièces jointes. Derrière, en termes d'infrastructure ou en termes de services, je ne peux pas encore vous dire quelle est la solution qui sera développée, vu que les travaux d'études vont démarrer. On a déjà un certain nombre d'idées. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir trouver une solution qui ne pénalise pas les utilisateurs qui sont déjà sur le service, quel que soit l'origine, on va dire, enfin le lieu où ils sont. Ni en téléchargement, ni en chargement, ni en téléchargement. Et donc, par rapport aux partenaires, typiquement, si on mettait en place une solution de type VPN ou autre, ça veut dire que vous aussi, vous auriez accès à ces espaces réservés où seraient déposés les documents. Voilà. On essaye de réfléchir à tout le monde avec l'ensemble des contraintes. Alors, on sait que c'est pas... comment dire ? On aurait préféré pouvoir tout faire avant l'ouverture, c'est certain. Mais en même temps, si on cherche l'outil parfait, il ne sort jamais, il faut le savoir. Donc voilà, on fait par étapes. Après, ce qui est important aussi par rapport à ça, c'est que il faut que ça reste simple à l'utilisation. C'est-à-dire que ça doit être le plus transparent possible pour les utilisateurs, qu'on soit sur des grosses pièces jointes ou des petites pièces jointes. Voilà. Mais bien sûr, dès qu'on en saura plus,
C'est certain qu'on vous préviendra. Juste, je me suis permis par rapport au sujet sur la case OPP-BTP à cocher, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est un vrai problème. Je me suis permise de mettre un petit message pour les entreprises qui sont partie de l'audience, qui sont déjà inscrites, parce que vous pouvez intervenir déjà dans les régions pilotes. N'hésitez pas à aller tout de suite avec un compte administrateur entreprise, donc sur le portail entreprise, dans la section administration. Vous avez un menu qui s'appelle Mon entreprise et au milieu, à peu près au milieu, vous pouvez vérifier si votre case OPP-BTP est cochée ou pas. Et si ça ne l'est pas et que ça devrait l'être, ben faites-le. Voilà. D'accord. Donc, autre retour aussi, et ça c'est assez récurrent, c'est que les entreprises me disent, bah ouais, mais c'est bien, mais voilà, je dois quand même l'envoyer au service de santé, je dois l'envoyer aux organismes certificateurs, et donc, en fait, pour moi, c'est doublon, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Donc, voilà, il y avait ce petit hic des services de santé qui, au sens des entreprises, est compliqué à gérer. Je me permets juste d'intervenir à ce stade pour rappeler que c'est pareil avec l'envoi papier. Hein. Là, ça ne change absolument rien. On est d'accord. Mais ça, ils l'ont pas intégré. Beaucoup d'entreprises ont intégré que, voilà, ils utilisent des maths amiantes, c'est bon, c'est fini, maintenant c'est pour tout le monde, mais en fait, pas du tout. Oui, mais c'est peut-être cela. Et alors, peut-être n'ai-je pas été suffisamment. Enfin, c'est vrai que là, il y a une différence entre ce qui vous est rapporté du terrain et ce qu'on dit là aujourd'hui dans le cadre de cette réunion. Mais ça va être l'occasion de le souligner, puisque je vois du reste que c'est enregistré. Donc, par la suite, d'autres pourront effectivement prendre connaissance de tout cela. On va juste quand même rappeler que ce qu'on fait, c'est effectivement une plateforme de dématérialisation des déclarations de chantier de désamiantage et donc de ce qui est prévu par la réglementation en la matière. Les déclarations de chantier de désamiantage, elles ne sont prévues qu'auprès de destinataires que sont l'inspection du travail, les services de prévention, CRAMIF, CARSAT et OPP-BTP pour les entreprises qui cotisent à l'OPP-BTP et les organismes certificateurs pour les parties qui les concernent. Tous les autres interlocuteurs, il n'est pas prévu, et ça c'est depuis toujours, par la réglementation, puisque c'est l'application d'une directive européenne qui n'a pas non plus prévu la chose, d'envoyer effectivement la dite déclaration, que ce soit au maître d'ouvrage, au donneur d'ordre, au coordonnateur, au maître d'œuvre, au service de santé au travail et au laboratoire. Donc, des maths amiantes n'en fait pas plus que ce que la réglementation prévoit depuis toujours et par application du reste des textes européens. Je me permets aussi de réagir par rapport à quelque chose que j'ai entendu en début de présentation sur le fait qu'on ne notifie pas. Des maths amiantes, donc c'est un projet qui a été lancé en 2019 suite à l'expérimentation CRAMIF, et je remercierai jamais assez les gens de la CRAMIF sur leur expérimentation et le travail qu'on a pu accomplir ensemble. Mais dès le départ, des maths amiantes, c'est la dématérialisation des PDRE et l'envoi des PDRE aux partenaires. On a un pilote V1 avec ce qu'on appelle un produit minimum viable. Alors, j'ai une mauvaise qualité de réseau. Peut-être que ça peut couper. Je suis désolée. Donc, le projet a été construit dans ce qu'on appelle le mode agile avec un produit minimum qui a été enrichi en plus dans ce qui était ouvert au niveau du service en septembre. À la base, c'était uniquement les points réglementaires. On nous a demandé et on a rajouté au fur et à mesure l'espace complément OC. Effectivement, dans l'objectif d'avoir une saisie unique, oui, aujourd'hui, les entreprises sont encore en saisie double. Madame Gabert a répondu tout à l'heure et je laisserai Monsieur Collin et Madame Gabert réagir sur ce sujet-là. Mais à la demande à la fois d'entreprises et de certains OC, à un moment donné, on a ouvert le fait de pouvoir compléter des informations normatives, ce que j'appelle le périmètre enrichi. Il a toujours été prévu qu'il y ait des flux entre des maths amiantes et les partenaires, que ce soit les partenaires privés opérant un service public comme les organismes certificateurs ou les partenaires qui ont accès à plus, aux informations un peu différemment comme donc l'OPP-BTP et le réseau des CARSAT CRAMIF. En aucun cas, on a prévu de notification aux agents au sein de ces services. Et une des raisons pour lesquelles on ne peut pas ouvrir le portail agent tel qu'il est aux agents de prévention de l'OPP-BTP ou du réseau des CARSAT CRAMIF, c'est aussi une question de, le ministère chargé des Affaires sociales est responsable de l'intégralité des outils du back-office pour les agents, donc je vous passe le détail de la santé, mais en tout cas niveau travail, pour les agents en région, en département. Et
pour l'intégralité des agents qui sont sous sa tutelle. Vous n'êtes pas sous notre tutelle. Donc, au niveau du back-office, on n'a pas à gérer vos annuaires. On n'a pas à vous imposer non plus des annuaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des raisons techniques aussi derrière qui ne seraient pas non plus, comment dire, opportuns pour vous et une meilleure solution. Alors, je vais reprendre parce que je pense qu'il y a une mauvaise compréhension. Ouais. En gros, c'est l'état actuel de ce qu'on met à disposition des référents amiantes de l'OPP-BTP. Nous aussi, on est en version numéro 1 de ce qu'on reçoit. C'était aucunement une demande par rapport à des maths amiantes. Non, on a notre propre publication et c'est notre développement en interne. Je pense qu'il y a une incompréhension là-dessus. Il y aura une phase 2 qui interviendra où justement il y aura un tri qui sera fait par région et par département. Donc, ça, c'est un développement supplémentaire. On a essayé de voir un petit peu le flux que ça a engagé avant de s'engager sur d'autres tris, mais ça, c'est de notre côté. Je vous rassure. Bien sûr. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous les travaux que vous avez faits. J'ai eu l'occasion de le faire en cercle plus restreint, mais aussi en cercle ouvert. Quels que soient les partenaires avec qui on a travaillé, je remercie l'intégralité des partenaires et des entreprises aussi, parce qu'il y a des entreprises qui étaient partenaires sur la conception des maths amiantes. Et voilà, le travail, c'est un travail commun. Et merci pour ce que vous avez fait aussi. Donc moi voilà, en gros sur les retours que j'ai pu avoir sur les Pays de la Loire, très peu, très maigre, un peu comme pour la CARSAT. Voilà, on voit que c'est le début, ça va arriver, et puis affaire à suivre, quoi. Ok. Merci. Donc, quelques questions complémentaires qui sont arrivées de la part de Monsieur Galzin. Donc, dans l'objectif de simplification, est-ce que la duplication des zones qui pourrait permettre de simplifier la saisie de multiples zones est-elle prévue? Donc, avec par exemple un immeuble de 10 étages qui peut contenir une trentaine de zones où la saisie peut être assez compliquée. Actuellement, aujourd'hui, encore une fois, la chose n'est pas prévue, donc d'où la question, j'imagine. Ça, c'est des éléments à nous faire remonter. Alors peut-être déjà le cas, au demeurant, j'avoue que c'est pas nous, personnellement, au niveau du pôle amiante de la DGT, qui avons directement tous ces retours sur l'utilisation de l'application, pour effectivement après voir s'il y a possibilité, après, encore une fois, avec des priorisations, ça a déjà été évoqué par Laetitia et d'ailleurs d'autres intervenants, pour effectivement rendre la chose effectivement techniquement faisable. Donc, en tout cas, moi, je prends bonne note effectivement de cette sollicitation. Après, dire effectivement si ça sera fait dans quel délai, aujourd'hui, présentement, j'en suis incapable. Ok. Pierre Alban, c'était peut-être plus une remarque qu'une question. Tu veux, oui, c'est une remarque. Est-ce que tu peux préciser ce que tu voulais indiquer? Non, mais c'est par rapport au fait que des entreprises fassent des plans de retrait fictifs sur la base de production et qui potentiellement, si elles appuient sur transfert, validation, ça va saturer les services de l'inspection du travail. En fait, elles peuvent déjà commencer à renseigner leur processus, à mettre des données et sans valider un plan de retrait, parce que en fait, de ce que je comprends, on reçoit quand même les plans de retrait que lorsqu'ils ont été validés, comme les avenants d'ailleurs. Elles peuvent avoir un projet et tant que ça reste à l'état projet, c'est pas adressé aux organismes. Exactement. Oui, en fait, ce qui se passe, ma réponse tout à l'heure à la personne qui avait demandé, parce que la personne parlait de la localisation. Et en fait, aujourd'hui, quand on dit que le service est ouvert que sur Pays de la Loire et Hauts-de-France, en vrai, le service, il est ouvert pour tout le monde qui veut s'inscrire. Et ça, c'est depuis le mois de juin sur la partie création du compte, création des processus. C'est la saisie des PDRE qui n'a été ouverte que pour des opérations localisées Hauts-de-France et Pays de la Loire, qui a été faite au 1er septembre. C'est pour ça que j'ai répondu en ce sens. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut commencer à saisir ces processus, bien sûr qu'elle peut le faire dans des maths amiantes et directement en service. Ça ne sert à rien de perdre du temps. En plus, elle peut les supprimer dans sa bibliothèque de processus si elle le souhaite. Par contre, une entreprise qui veut s'entraîner à saisir un PDRE sur une localisation qui n'est pas sur ces deux régions, déjà, elle ne pourra pas le faire en service. Et deux, imaginons qu'elle le fasse sur une de ces deux régions alors qu'elle ne l'envoie jamais, qu'elle pense ne jamais l'envoyer, et puis que plus tard, elle se dise, tiens, ce PDR en cours de rédaction, finalement, je vais l'envoyer.
ça va lui polluer sa base océale. Donc c'est pour ça que ce que j'invite les gens à faire, même si je sais que ils peuvent aussi après, plus tard, éventuellement confondre, mais je pense qu'ils sont... Enfin, on a mis plein de warnings partout, genre sur les PDF, attention pré-prod, pré-prod en bas, mais je sais qu'il y en a qui ne les voient pas et j'en suis bien désolée, mais voilà, je peux pas faire plus. Il y a un environnement de test utilisateur qui a été fait et j'ai dimensionné pour que les entreprises puissent le prendre en main parce qu'on sait que c'est des processus qui sont pas processus métier au sens qui sont pas forcément passer du papier ou du Word ou de nos propres outils à un outil imposé en plus formalisé. Je suis la première à être gênée par ça au sens dans ma vie privée et je comprends que même dans la vie pro les gens soient gênés par ça et je comprends qu'il faut un temps de prise en main et c'est normal et c'est pour ça qu'on a mis en place un environnement de test. Donc vraiment n'hésitez pas à vous en servir modulo le fait que effectivement c'est un environnement de test. Et donc, quand vous voulez faire une opération sur une des régions concernées par le service, n'oubliez pas de basculer sur le bon service. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que certaines entreprises souhaitent partager peut-être également un retour d'expérience qu'elles peuvent avoir ? Alors, pour les participants, vous avez la possibilité d'activer vos micros, hein. Et il me semble effectivement qu'on a des entreprises d'une taille conséquente qui ont donc déjà déposé des plans de retrait des Matamiantes sur les Hauts-de-France ou sur le Pays de Loire qui pourraient partager leur expérience. Parce que on a quand même aussi des retours positifs d'entreprises qui sont en train de s'approprier la base et qui, pour le coup, jugent que l'outil n'est pas si mal fait que ça. Alors, une question là de Monsieur Fekir. Avec des Matamiantes, donc le délai des 30 jours pour pouvoir démarrer les travaux démarre à compter de la validation du PDRE. Est-ce que ce délai démarre à compter de la validation du PDRE dans des Matamiantes ou bien à réception du PDRE par l'inspection du travail, la CARSAT et l'OPPBTP? Alors, déjà, ce n'est pas à compter de la validation du PDRE dans des Matamiantes, parce que des Matamiantes ne valident rien du tout. Hein. Je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment clairement, mais des Matamiantes n'est pas un outil de contrôle de la conformité du plan de retrait par rapport aux exigences réglementaires. Les Matamiantes est un outil de constitution et de rédaction en ligne, puis de transmission du plan de retrait, mais on veut parfaitement envoyer un plan de retrait incomplet, non conforme. Là, encore une fois, c'est les différents services qui le réceptionnent qui réagiront en conséquence. Évidemment, il y a lieu de réagir. Bon, par ailleurs, il y a effectivement, ça a été évoqué rapidement, mais on peut le ressouligner, lorsque vous transmettez, lorsque vous cliquez pour faire la transmission du PDRE, vous recevez effectivement une preuve de transmission horodatée. Donc c'est ça le point de départ du délai de 30 jours, à l'heure près en plus du reste, puisque vous avez effectivement la date et l'heure de transmission, et c'est ça qui effectivement fait démarrer votre délai de 30 jours. Merci Thomas. D'autres questions ou prises de parole? Non? Bon, écoutez, je pense dans ce cas que on va en rester là. Donc, je vous remercie bien sûr pour votre attention, votre participation et je remercie également tous les intervenants qui ont participé à l'animation de la réunion d'aujourd'hui. Ça vous a mobilisé de manière importante, donc voilà, merci à vous. On le voit, hein, des Matamiantes, c'est un outil qui est structurant pour l'activité du désamiantage et qui va modifier vraisemblablement de manière assez importante les communications entre les différents acteurs, que ce soit entreprises, institutionnelles, préventeurs, qui interviennent dans les activités de désamiantage. Compte tenu de ces enjeux, je dirais que c'est important que nous puissions réussir ensemble le déploiement de ce nouvel outil, avec bien sûr, et ça a été dit, une phase d'acclimatation, d'appropriation pour tout le monde, également pour les services de contrôle, qui va être nécessaire.
J'espère que cette présentation avec les précisions qui ont été apportées auront répondu à vos attentes et à vos premières interrogations. Je ne doute pas qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure que vous serez amenés à expérimenter l'outil. Donc, nous serons très vraisemblablement amenés à en reparler peut-être lors des réunions des désamianteurs 2022 ou en tout cas à communiquer des informations en lien avec nos collègues de la DGT. Concernant ce webinaire, donc vous allez recevoir dans le chat un lien pour remplir un questionnaire de satisfaction d'évaluation. Alors, je vous remercie de prendre le temps d'y répondre dans la mesure du possible dans la foulée, comme ça pour vous, c'est fait. Pour nous, c'est important parce que ça nous permet d'intégrer vos retours dans l'organisation des prochaines réunions des désamianteurs. Et puis, nous vous adresserons également un lien qui vous permettra d'accéder